Et pour Meta, autant pour Facebook qu'Instagram, tous les paramètres de sécurité pour l'accès se trouvent maintenant dans ce qu'on appelle l'espace compte ou le centre de compte. Ça dépend de dans quelle langue vous avez. Mais cet espace compte, c'est là où on trouve vraiment tous les paramètres de sécurité pour la gestion des accès au compte. D'abord, merci pour l'invitation, c'est super gentil. Donc, en fait, comme tu disais, mon nom est Julien Testarnois, donc je suis le président fondateur de Résoloc, qui est une firme de cybersécurité, mais qui est en effet spécialisée dans la sécurisation des réseaux sociaux. Alors, moi, les gens vont peut-être l'entendre par l'accent. Je viens de Montréal, au Québec, mais ma mère est française, donc j'ai la double citoyenneté. Mais voilà, je suis né au Québec, à Montréal. Et puis, ben, tu vois, en fait, ça, Résoloc, l'idée est venue de me dire que les réseaux sociaux, ils sont omniprésents pour la majorité des entreprises, mais j'ai réalisé que les firmes de cybersécurité plus classiques ne s'intéressaient pas vraiment aux réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, ben, moi, je vais prendre mon bagage de cybersécurité et je vais l'appliquer spécifiquement aux réseaux sociaux. Donc, moi, quand on parle de bagage, ben, moi, j'ai fait un baccalauréat en cybersécurité à Polytechnique Montréal, qui est l'équivalent d'un bac plus 3 ou d'une licence en France pour les gens qui seraient en France qui écoutent. Et puis après ça, ben, en fait, j'ai eu la chance de commencer à travailler dans mon domaine dès que j'ai commencé un peu mes études universitaires. Donc, j'ai travaillé entre autres pour Forensic, qui était une firme de cyber-enquête et réponse à incidents, donc qui répondait à des cyberattaques. Et par la suite, j'ai travaillé pour KPMG, donc en service conseil en cybersécurité. Et plus récemment, avant de lancer Résoloc, eh bien, je suis allé vivre en France. Donc, j'ai habité un an à Lyon, en France, et j'ai travaillé pour Métis, qui était une ESN en cybersécurité, donc qui implémentait des solutions de sécurité dans les entreprises. Et c'est après cette année en France, donc à mon retour au Québec, que là, je me suis dit, bon, ben, allez, on se lance en affaires et on crée Résoloc. Donc, c'est vraiment de là qu'est partie l'idée, c'est-à-dire j'avais un bagage de connaissances en cyber, j'avais de l'expérience pratique dans le domaine, et je me suis dit, ben, autant prendre justement tout ce bagage-là et l'appliquer aux réseaux sociaux en créant Résoloc. Donc, c'est un peu, voilà, pour la petite histoire de mon parcours avant de me lancer en affaires. Depuis quelques mois, j'ai commencé à créer des partenariats avec justement des agences marketing pour justement pouvoir aider leurs clients à eux à venir bien se sécuriser, mais aussi les agences elles-mêmes qui ont accès à plusieurs réseaux sociaux. Donc, c'est encore plus important qu'ils soient bien sécurisés. Et donc, ça depuis environ 2 mois, je suis rendu à 25 partenariats avec des agences marketing. Donc, ça, c'est l'intérêt est là. Disons, ils comprennent que oui, c'est important de se protéger elles-mêmes et aussi leurs clients. Donc, tu vois, dans le day-to-day, mon travail, c'est vraiment de venir appliquer les bonnes pratiques de cybersécurité, appliquer les principes et les normes qu'on applique de manière générale en cybersécurité, mais d'aider les compagnies à les appliquer au niveau de leurs réseaux sociaux qui sont utilisés par la compagnie. Donc, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, on les passe. Mais voilà, c'est vraiment de venir combler le vide qui est de se dire, oui, les compagnies sont présentes sur les réseaux sociaux, mais personne n'est venu s'assurer qu'ils étaient bien sécurisés et que les bonnes pratiques étaient en place. Donc, dans mon cas, Résoloc, on n'a pas inventé une solution de sécurité ou un logiciel, c'est vraiment plus du service conseil, de venir aider les compagnies à mettre en place ces bonnes pratiques, à mettre en place les bons paramètres pour justement venir bien sécuriser ses actifs et ben, du même coup diminuer le risque d'être victime de piratage sur les réseaux sociaux éventuellement. En fait, ça va vraiment dépendre de quelle est la compagnie et qu'est-ce qu'elle fait, tu sais, dans quel domaine elle est. C'est ça, par exemple, si tu prends une banque, bon, une banque, souvent, ils vont être présents sur les réseaux sociaux, mais c'est pas la page Facebook qui va ramener des ventes. On s'entend qu'une banque, tu sais, elle fait de l'argent, mais tu sais, c'est pareil que Facebook, elle en fait. Alors que c'est une entreprise, ou par exemple, c'est une PME qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui diffuse de la publicité pour, si on veut, tu sais, ben, faire la promotion de produits ou de services pour éventuellement aller chercher des clients et donc des ventes, ben, pour ces compagnies-là, ça devrait être primordial de venir sécuriser ces réseaux sociaux parce qu'au final, c'est un peu comme un actif, même si c'est pas tangible et c'est pas et c'est plus dans le virtuel, ça reste un actif pour une compagnie malgré tout. Et donc, si ben, tu viens pas sécuriser, par exemple, ta page Facebook ou ton compte Instagram, alors que ces pages-là te ramènent des ventes parce que tu fais de la publicité, mais si tu perds ça du jour au lendemain,
il y aura des impacts pour la compagnie. Donc, moi, en fait, je dis toujours, il faut évaluer à quel point c'est important pour toi les réseaux sociaux et pour la compagnie. Et si du jour au lendemain, tu venais à tout perdre, est-ce qu'il y aura un impact? Si la réponse est non, que ça ne ferait rien, on repart de zéro, puis c'est pas grave, bon, ben là, ça veut dire que c'est peut-être pas si important d'accorder une grande importance sur la sécurisation. Mais si quand tu te poses cette question, tu réalises qu'au final, ah oui, non, si demain je perds ma page Facebook, la compagnie, ça va causer des problèmes, ou si je perds mon compte Instagram, à vraiment faire des problèmes, ben, c'est là qu'il devrait se dire, oups, attention, là, il y a un danger, donc c'est important de venir plus à protéger oui, ses actifs. Donc, c'est un peu, moi, ma vision que j'ai. Je pense que ça va vraiment dépendre de à quel point c'est utilisé et à quel point ça ramène quelque chose en retour. C'est juste d'avoir une page pour dire que tu as une page et que tu fais rien dessus. Ben, c'est vrai que c'est peut-être moins pertinent. Mais si tu es très présent sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, ben, c'est là que logiquement, voilà, il faut accorder une importance pour justement éviter que, oui, de devoir tout perdre et recommencer de zéro. Parce que ben, souvent, c'est ce qui arrive et ça fait très mal. Quand tu dois repartir de zéro, rebâtir une communauté que tu aurais bâtie, ben, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et même parfois, c'est parfois même impossible de réussir à regagner ce qui avait été bâti au fil des années avant de subir un piratage. Ça serait un peu ma vision par rapport à l'importance de devenir bien géré et sécuriser ces réseaux sociaux. Ouais, il y en a plusieurs. Je dirais que le premier, c'est juste de nuire à la réputation, ou d'usurper l'identité de l'entreprise. Donc parfois, ça va simplement être justement de prendre le contrôle de compte Instagram, par exemple, et d'envoyer du spam ou faire la promotion, par exemple, de crypto-monnaies au nom de la compagnie, de l'entité. Et donc, ben, comme ça, évidemment, souvent, comme il y a déjà un lien de confiance avec tu sais, l'audience tu sais, de la compagnie, ben, parfois des gens vont se faire avoir et vont, par exemple, aller investir tu sais, dans ce site de crypto-monnaie en pensant que c'est la compagnie qui s'est mise à faire la promotion des crypto-monnaies. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va voir parfois. Parfois, c'est aussi d'aller prendre des données personnelles. Donc là aussi, par exemple, il y a une compagnie qui perd sa page Facebook, le fraudeur peut mettre en place un concours. Et là, du coup, il va envoyer des messages privés aux abonnés en disant la compagnie lance un nouveau concours, vous avez été choisi pour participer, veuillez fournir votre nom, date de naissance, adresse courriel. Et là, ça, ben, les gens, ils vont donner ces informations en pensant que c'est vraiment la compagnie en arrière qui vient de lancer un concours. Donc ça, on le voit parfois souvent. Les comptes qui ont beaucoup d'abonnés, ben là, tu parlais évidemment qu'eux, ils ont aussi des motifs financiers. Ben, les fraudeurs, parfois, quand ils vont prendre possession d'une page Facebook ou d'un compte Instagram avec beaucoup d'abonnés, ben, ils vont demander une rançon. Donc, ils vont dire à la compagnie, ben, ou à l'influenceur qui a son compte, par exemple TikTok avec 100 000 abonnés, ben, il va dire, j'ai pris ton compte, donc donne-moi 5 000 dollars US en crypto-monnaie et je te rends ton compte. Sinon, ben, ton compte ou ta page, tu l'as perdu et je vais la supprimer. Donc ça, c'est ce qui commence à faire de plus en plus, c'est vraiment de prendre un actif et de dire, comme c'est important pour vous, ben, payez-nous pour le revoir, sinon vous le perdez. Donc ça, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup. Et il y a ce qui est aussi de plus en plus présent, ben, c'est que dès que la compagnie a un compte publicitaire, donc elle dépense des sommes en publicité sur les réseaux sociaux, mais quand les pirates mettent la main sur ces comptes publicitaires, ils vont pouvoir utiliser les données de paiement, donc les cartes de crédit qui sont enregistrées au compte, pour faire des dépenses en publicité, mais pour vendre des produits que eux ils vont avoir, donc au final faire de l'argent, mais avec l'argent de la compagnie. Parce que comme le compte publicitaire appartient à la compagnie, ben, eux, ils n'ont pas à mettre d'informations, ils font juste prendre justement l'argent de la compagnie et ils la dépensent pour eux, et souvent c'est ce qui va ramener des ventes en arrière. Donc ça, c'est vraiment les plus grands motifs. C'est vraiment ça de nuire à la réputation et ou justement de se faire passer par la compagnie ou l'individu soit d'aller récupérer des données personnelles sur des gens en utilisant le nom de l'entité, ou carrément, ça de juste aller faire de l'argent, soit en demande de rançon, ou en utilisant ça, voilà, les moyens de paiement de la compagnie qui sont enregistrés au compte publicitaire, mais de l'utiliser pour eux. Et là, du coup, c'est la compagnie qui se ramasse à devoir payer les sommes qui ont été dépensées par les pirates, comme ça provenait de leur compte à eux. Sur les réseaux sociaux, les pirates, c'est beaucoup des attaques opportunistes. Donc, pour faire simple, ils vont pas viser une compagnie ou un organisme précis. Ils vont plus tenter de rentrer partout. Et c'est une fois qu'ils sont rentrés que là, ils vont voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire. Donc, s'ils réussissent à prendre le contrôle d'un compte Facebook qui est juste un compte personnel avec 200 amis, ben, ça se peut qu'ils fassent un peu de spam, puis après, hop, ils vont partir et le compte va être laissé à l'abandon. Alors que s'ils réalisent que le compte, par exemple, Facebook, est associé à des pages professionnelles ou à des pages d'entités publiques, mais ça, c'est là qu'ils vont transporter l'attaque vers la compagnie ou l'organisme.
Et donc, c'est ça justement qui cause des problèmes, c'est qu'ils vont vraiment viser quelqu'un ou précis, mais c'est plus une fois qu'ils sont rentrés que là, ils vont voir si intéressant. Fait que ce soit une compagnie ou un organisme public, ben, s'ils peuvent s'y attaquer, ils vont s'y attaquer. C'est là que du coup, l'impact ne devient pas le même, je pense, de quitter. Mais pour eux, ça c'est une page Facebook, c'est un compte Instagram, donc peu importe qui est en arrière, ben, les mêmes motifs vont souvent être utilisés et les mêmes attaques aussi vont pouvoir être portées à pas mal n'importe qui, je te dirais. Mais oui, j'ai vu plusieurs municipalités qui se sont fait pirater leur page Facebook, des organismes aussi. Il y a beaucoup aussi d'OBNL, donc des organismes à but non lucratif. Elles aussi, souvent, elles vont être visées parce que là, ils savent elles ont moins d'argent, généralement. Mais donc là, ils savent que c'est pas vraiment une rançon qu'ils vont avoir. Mais souvent, je pense que ces organismes-là sont aimés du public. Donc, il y a beaucoup souvent un lien de confiance très fort. Et donc là, ben, là en termes de réputation, ou d'aller prendre des renseignements personnels en usurpant leur identité, ça, souvent, c'est très rentable parce que souvent, il y a vraiment un lien de confiance parfois plus fort avec ça a été des fondations ou des OBNL qui font quelque chose de bien sûr pour la société. Donc, souvent, en effet, pour ces organismes-là, ben, ils vont souvent les viser si ça tombe sur eux parce que justement, ils savent que ben, il y a aussi des choses à aller chercher avec eux, là. En fait, le premier truc, c'est même pas technique, mais en fait, c'est de comprendre que les cybercriminels s'intéressent aux réseaux sociaux. Parce que dès que tu comprends qu'ils vont s'y intéresser, ben, automatiquement, tu devrais te dire, ah, c'est important de se protéger. Et tu vois, souvent, ce qui fait débat, c'est que les gens, ils pensent que que les réseaux sociaux, ça n'intéresse pas les cybercriminels. Donc, oui, ils se disent, ben, pas besoin de venir bien les sécuriser parce que ça les intéresse pas. Alors que dès que tu comprends que oui, ça les intéresse, que oui, il y a des dangers et qu'il peut y avoir des impacts, ben, c'est là que du coup, ça aide justement à venir mettre en place les bonnes pratiques parce que tu es conscient que oui, il y a un risque. Donc, ça, c'est vraiment je dirais, moi, c'est souvent la première étape, c'est de dire, il y a un danger, et il faut en être conscient. Une fois que tu en es conscient, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire de manière plus concrète? Ben, ça peut paraître simple, mais le fameux mot de passe, pour tout type de compte en ligne, mais aussi pour les réseaux sociaux, ben, c'est le même mot de passe partout pour tous tes comptes. Ben, tu as un risque aussi sur une des plateformes, le mot de passe est leaké et sort dans les bases de données. Ben, que le fraudeur va l'utiliser, il va l'essayer partout. Et si c'est le même mot de passe, ben, il va rentrer partout. Donc ça, c'est cette logique de dire que c'est un mot de passe différent pour chacun de nos comptes en ligne. Il faut aussi l'appliquer au niveau des réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le plus simple, c'est vraiment ça à faire. Évidemment, le fameux double facteur d'authentification qu'on parle de plus en plus en cybersécurité. Ça, les gens commencent à comprendre que c'est important, par exemple, pour une banque de le mettre en place. Mais réseaux sociaux, on oublie de le faire parce qu'encore une fois, on se dit, bah, double facteur, c'est compliqué, pas besoin de le mettre. Alors, or, sur les réseaux sociaux, comme c'est des attaques opportunistes, on le disait, ben, dès que tu mets en place cette protection minimum qui est le fameux double facteur d'authentification, ben, si un pirate réussit, par exemple, à trouver le mot de passe, qui rentre sur ton compte et il voit qu'il y a le double facteur, il va rarement essayer de le contourner et il va juste faire oh, trop compliqué, je passe au prochain compte parce qu'il sait que pour un compte sécurisé, tu en as 10 qui ne le sont pas. Donc, de mettre en place la fameuse protection, c'est essentiel au niveau des réseaux sociaux parce que ça va venir bloquer 90% des attaques. Après, évidemment, il faut le faire de la bonne manière. Donc, moi, ce que je recommande souvent, c'est avec une application d'authentification, peut-être Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, et une autre configurée avec un code qui est envoyé par SMS, parce que ça, c'est vulnérable à certaines attaques. Donc, ça, c'est vraiment le plus important. Et évidemment, ce que les gens oublient parfois, c'est que si on veut, tout ce qui est adresse mail qui est relié au compte de réseaux sociaux, ben, il faut aussi la sécuriser. Parce que si ton compte est bien sécurisé, mais que l'adresse mail qui est associée ne l'est pas, ben, ça devient une porte d'entrée pour le pirate. Donc ça aussi, c'est important de venir sécuriser tous les liens qui sont reliés avec les différents comptes. Et une fois que c'est fait, ben là, c'est plus pour l'aspect entreprise, mais d'avoir des comptes partagés. Donc un compte, par exemple, Facebook qui est utilisé par plusieurs personnes pour gérer la page et les ressources. Ben ça, souvent, ça crée un risque parce que ben là, c'est un seul compte pour gérer plein de ressources et qui est associé à plusieurs personnes. Donc, en plus de ça, ben, les plateformes comme Meta détestent les gens qui ont des comptes partagés. En fait, ça ne respecte pas leurs règles d'engagement. Donc, une compagnie qui aura un compte partagé, ben, elle est à risque de se faire suspendre le compte et donc de perdre complètement accès à ses ressources. Donc, une autre bonne pratique, c'est que chaque personne ait son propre compte à elle pour gérer les différentes ressources. Évidemment, si la compagnie a un compte Instagram, mais ça reste un compte Instagram pour la compagnie, ça on s'entend. Mais dès que tu as un compte qui est utilisé pour gérer d'autres ressources, ben ça, la bonne pratique est d'avoir vraiment un compte personnel pour chacune des personnes. Et ça, souvent, ce n'est pas mis en place, mais c'est aussi une très bonne protection à avoir. Après, évidemment, il y a aussi le principe de limiter le nombre d'administrateurs. Ça, on le sait, je le vois tous les jours sur les réseaux sociaux, les entreprises ou même les petites PME. Tout le monde est super administrateur de toutes les ressources et de tous les accès.
Ben, si tu fais ça, tu simplement mathématiquement, si un compte venait à se faire pirater, ben, si tout le monde est admin, tu es sûr que le compte sera admin, donc les impacts seront beaucoup plus importants que si tu viens segmenter les rôles et tu dis, ben, telle personne qui doit répondre aux commentaires et gérer la communauté. Au final, elle n'a pas besoin d'avoir le compte admin, donc on va lui donner un sous-rôle, voilà, de gestionnaire de communauté, de gérer les publications. Comme ça, si c'est son compte qui vient à se faire pirater, ce sera beaucoup plus facile de contenir l'attaque et ils sont mieux d'éliminer la menace. Donc ça, c'est vraiment aussi ce qui fait défaut au niveau des organismes et des entreprises sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne vient pas segmenter les rôles et tout le monde est admin de tout. C'est ça souvent qui cause des impacts beaucoup plus grands en termes de piratage si ça venait à arriver. Donc ça, c'est vraiment une bonne pratique de dire, on vient limiter qui a accès à quoi. Et souvent, dans les réseaux sociaux, tu peux faire ton travail à 100% et souvent, tu n'as pas besoin d'être admin. Donc ça aussi, c'est important de mettre ça en place. Il y a aussi des plateformes de gestion telles que Meta Business Suite ou LinkedIn Business Manager, qui sont des plateformes gratuites offertes par les réseaux sociaux pour pouvoir venir rassembler les accès au même endroit et les ressources. C'est vraiment un truc qui aide les compagnies, les organismes à venir gérer justement tous leurs réseaux sociaux. Donc ça va être de mettre en place cette plateforme-là. C'est super important parce que ça permet justement de venir rassembler dans un même endroit tous les accès et les ressources. Donc c'est plus facile de gérer l'aspect sécurité, mais aussi de donner les accès à différentes personnes selon les besoins. Ça, c'est vraiment, je dirais, les grandes lignes de ce qui est important à faire. Il n'y a rien de vraiment technique. C'est vraiment juste comme de mettre en place ces bonnes pratiques de sécurité, de mettre en place ces plateformes disponibles gratuitement pour genre, permettre de venir genre, appliquer une certaine sécurité. Et si tu fais ça, ben, voilà, tu viens vraiment d'éliminer 90% des risques d'attaque, de cyberattaque sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, il y a d'autres choses à faire, mais les grandes lignes de ce qui est vraiment le plus important, c'est vraiment ce que je viens d'énumérer. On commence par Facebook. Donc, tu vois, souvent, tu vois, tous les paramètres pour gérer un compte Facebook, c'est vraiment au niveau des paramètres et confidentialité et des paramètres. Et donc, c'est là que tu vas avoir la majorité des paramètres pour gérer un compte Facebook. Et je pense ce qui est important de savoir, c'est qu'évidemment, tu es par exemple une page Facebook, ben, tu vas utiliser un compte pour y accéder. Donc, si le compte est mal sécurisé, ben, ta page devient à risque. Parce qu'évidemment, une page Facebook ne se pirate pas. C'est le compte qui y a accès que tu vas utiliser pour aller faire des problèmes. Donc, souvent, c'est important de venir sécuriser le fameux compte. Et pour Meta, autant pour Facebook qu'Instagram, tous les paramètres de sécurité pour l'accès se trouvent maintenant dans ce qu'on appelle l'espace compte ou le centre de compte. Ça dépend dans quelle langue vous avez. Mais cet espace compte, c'est là où on trouve vraiment tous les paramètres de sécurité pour la gestion des accès au compte. Donc, ben, le plus simple, c'est vraiment d'aller dans le fameux mot de passe et sécurité pour ben, du coup avoir un mot de passe unique s'il il est pas différent. Mais c'est aussi là qu'on peut activer le fameux double facteur d'authentification. Donc, c'est vraiment là que je pense que c'est important de venir, oui, appliquer ce fameux double facteur d'authentification. Et tu vois, ce qui est bien comme protection, c'est que Facebook, je demande le ça va bien, le jour où on veut le faire, ça marche pas. Parce qu'en fait, il demande toujours le fameux mot de passe pour accéder à ton compte. Mais pour faire simple, le fameux double facteur, comme je disais, c'est là que tu peux configurer avec justement une application d'authentification comme Google Authenticator. Tu peux aussi prendre une clé de sécurité ou le fameux texto, mais comme je disais, c'est vraiment mieux d'utiliser l'application d'authentification. Et ce qui est bien, c'est que si par exemple tu as un compte Instagram d'une compagnie et que de coup plusieurs personnes doivent y accéder, eh bien tu peux configurer plusieurs double facteurs pour un même compte. Là, oui, on est sur Facebook, mais sur Instagram, c'est le même menu exactement. Donc, tu peux, par exemple, que c'est une compagnie, un compte Instagram, ben, un gestionnaire pourrait configurer le double facteur sur son téléphone pour le compte. Et un autre gestionnaire pourrait aussi configurer le double facteur pour le même compte sur son téléphone. Donc, de cette manière, ben, le compte est bien sécurisé et tout le monde qui a besoin d'avoir accès peuvent s'y connecter en validant le double facteur sans devoir demander à son collègue est-ce que tu peux m'envoyer le code, j'en ai besoin. Et donc, ben, ça, comme ça, souvent, c'est une fonction qui est un peu méconnue, mais qui est extrêmement pratique, surtout pour les compagnies qui font affaire, par exemple, avec des agences marketing. Ben, là, souvent, l'agence, elle, il faut qu'elle se connecte souvent au compte, mais s'il faut qu'elle demande au client à chaque fois de lui donner le code, ça peut devenir compliqué. Alors, moi, souvent, je dis, vous êtes une compagnie que vous travaillez avec une agence, ben, configurez le double facteur pour vous et demandez à l'agence de le configurer de son côté pour le compte. Comme ça, elle pourra elle-même valider le code, mais le compte sera sécurisé. Ça, c'est vraiment des paramètres extrêmement importants à mettre en place. Évidemment, il y a tout ce qui est information personnelle, tout ce qui est coordonnées, donc adresse courriel et numéro de téléphone, mais tout ce qui est email, téléphone, souvent les gens, ils oublient de les mettre à jour. Mais si le jour, par exemple, tu viens à perdre ton mot de passe et qu'il faut que tu le réinitialises, ben, si ton mail associé au compte est plus bon et que tu n'as plus accès,
ben, tu ne feras pas recevoir le code de validation pour le changer. Donc là, du coup, c'est important aussi de valider que les informations des coordonnées sont bien exactes et toujours accessibles. Parce que ça, je le vois très souvent. Les gens, ils ont mis un mail, ils l'ont oublié, puis après ça, le jour où ils en ont besoin, ben là, ah, surprise, c'est plus le bon. Donc ça, c'est important de vérifier voilà, que les données sont vraiment les bonnes. Donc, mais en termes vraiment de protection du compte, c'est vraiment dans le centre de compte que se passe la protection. Il y a aussi ce qu'on appelle le centre de compte. Fait que ça, en fait, c'est que tu peux regrouper plusieurs comptes Facebook et Instagram au même endroit. Sauf que quand tu fais ça pour Meta, ça appartient à la même personne. Donc, l'erreur quand tu fais, c'est que si tu mets plusieurs comptes au même endroit, ben, tu peux gérer les paramètres de manière indépendante. Par exemple, quelqu'un qui aurait accès à un compte Instagram pourrait se connecter au compte Facebook qui est dans le même centre de compte sans avoir le mot de passe du compte Facebook parce que Meta permet les interconnexions entre les comptes dans le même centre de compte. Donc, la bonne pratique, c'est de s'assurer qu'il y a toujours un seul compte par centre de compte pour vraiment que les paramètres soient gérés de manière indépendante et que tu sois sûr que s'il y a un piratage, ça affecte seulement un compte et non plusieurs comptes qui seraient associés au même endroit. Ça, c'est aussi un truc très, très spécifique que les gens oublient parce que c'est assez nouveau, mais c'est toujours bon d'aller de se rendre dans la section compte de l'espace compte pour valider qu'il y a bien un seul compte et qu'il n'y en a pas plusieurs au même endroit. Ça, c'est aussi des très bonnes pratiques à mettre en place au niveau de Facebook. Et puis, bien évidemment, comme on le disait, il y a aussi le fameux Meta Business Suite, qui est la plateforme de gestion de Meta, qui permet de centraliser les ressources au même endroit. Donc, quand on parle de ressources, on parle de page Facebook, de compte Instagram, de compte publicitaire, de pixels si vous l'avez connecté sur un site web. Donc, tout ça, je pense, permet justement de pouvoir avoir au même endroit, comme on le disait, toutes les ressources de la compagnie ou de l'entité publique. Et justement, aussi, on peut aussi gérer justement, les rôles et les permissions et savoir qui a accès à quoi et qui a accès à quelles ressources. Donc, ça, on en parle de méta, mais LinkedIn Manager, c'est le même principe. Il y a les mêmes fonctionnalités pour justement, pouvoir gérer les ressources au même endroit. Donc ça, ben, de mettre tout ça en place, ça permet justement de venir, comme on le disait, plus facilement gérer toutes les données reliées à l'entreprise au niveau de leurs réseaux sociaux. Évidemment, il y a beaucoup de paramètres, mais c'est vraiment la base, c'est de dire on inclut nos ressources dans le compte Meta et on ajoute les gens qui doivent y avoir accès selon leur rôle et leur tâche. Donc ça, c'est aussi important de configurer. Et dans le cas de LinkedIn, ben là, c'est un peu le même principe. Quand on va dans les préférences de confidentialité, ben, on peut là aussi aller gérer le fameux double facteur d'authentification qui se trouve aussi être la vérification en 2 étapes. Donc ça, c'est important de s'assurer qu'elle est bien activée et non désactivée. Même principe de vérifier justement les emails et le téléphone, voir si c'est toujours bien à jour. Et ce qui est aussi intéressant dans le cas de LinkedIn, c'est qu'il y a certains paramètres de confidentialité, par exemple le fameux option de vue de profil, ou qui permet de voir qui peut télécharger votre adresse mail selon votre niveau de relation. Donc ça aussi, c'est important de valider que ces données-là ben, sont personnelles uniquement à vous. Ce que les gens oublient aussi parfois, c'est qu'au niveau de LinkedIn, tu as une section coordonnées qui permet justement de donner des informations sur nous pour que les gens puissent nous contacter. Donc, dans la section coordonnées. Sauf que souvent, des gens, ils oublient que c'est pour tout le monde, cette section-là. Et souvent, ils vont mettre leur numéro personnel, leur mail personnel, même parfois leur adresse. Donc ça aussi, c'est important de se rappeler que d'aller sur votre profil LinkedIn, d'ouvrir la section coordonnées, juste pour vérifier qu'est-ce que vous avez mis. Parce que si vous voyez vos données personnelles, ben, ça se peut que justement des gens qui sont pas si bien intentionnés puissent aller voir l'information et donc potentiellement l'utiliser d'une manière pas très très correcte si on veut. Donc ça, c'est aussi important de vraiment venir valider quelles données vous avez rendues accessibles à tout le monde. Ça, c'est assez important. Ce qu'on peut aussi peut-être dire brièvement, c'est que dans le cas de Facebook, par exemple, ben, souvent, on peut faire une publication et choisir l'audience qu'on veut y donner. Donc, souvent, il y a public, amis, amis proches, amis sauf. Bon, ben, ça, ce que les gens oublient souvent, c'est que dans le cas, mettons, des réseaux sociaux, quand tu mets une information de manière publique ou tu une publication publiquement, c'est la planète entière qui a accès. C'est pas juste deux, trois personnes, c'est tout le monde. Donc, autant des gens bien intentionnés que des gens mal intentionnés. Donc, si tu mets justement des données personnelles comme ça de manière publique, n'importe qui peut y avoir accès. Donc, moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut utiliser idéalement l'option amis. Comme ça, si tu sais c'est qui tes amis Facebook et que c'est vraiment seulement eux avec qui tu es en relation, ben, même si tu mets des données personnelles, c'est seulement tes amis qui pourront les voir. Donc, ça, souvent, toi, c'est un peu bête, c'est juste de dire quand je mets une publication, que je mets une information, ben, je pense à pas laisser public et je mets amis. Comme ça, tu peux mettre ce que tu veux sur les réseaux sociaux, entre guillemets, mais tu contrôles qui a accès justement à cette information. Parce que c'est ça justement qui fait parfois défaut. Et tu vois, ça se voit, je le vois beaucoup, c'est ça. Des gens qui mettent des informations. Par exemple, souvent en été, il y a de plus en plus de vols dans les maisons.
Et souvent, c'est que les fraudeurs, ils vont aller scruter les réseaux sociaux des gens. Et si par exemple une personne a dit qu'elle partait en vacances, avec sa famille de telle date à telle date, et qu'elle a eu de manière publique, et qu'elle a aussi mis la ville où elle habite, ben, c'est parfois possible d'aller trouver l'adresse de la personne. Donc, dès que tu as l'adresse, si tu sais qu'elle est partie, ben, tu peux aller justement la voler en sachant qu'il n'y aura personne dans la maison. Alors que si la personne avait mis les mêmes publications de je pars en vacances avec des photos sur la plage, mais qu'elle avait pris l'option ami, eh ben, les méchants fraudeurs, ils n'auraient pas vu qu'elle était partie en vacances, mais elle a quand même donné l'information. Dire oui, on peut mettre des données personnelles sur nous et partager notre vie sur les réseaux sociaux. Il faut contrôler à qui on rend accessible cette information. Parce qu'au-delà de venir protéger un compte, ben, on a aussi une vie numérique maintenant, et donc de venir protéger cette vie numérique, c'est important parce que on pourrait aussi, par exemple, parler des fameuses questions de sécurité qui sont parfois demandées par certains services en ligne pour valider que c'est bien nous. Ben, honnêtement, le trois quarts des questions de sécurité, les réponses aux questions des gens, souvent, la réponse se trouve sur leur Facebook. Par exemple, c'est quoi le nom de mon chien? Ben, le nombre de personnes qui mettent des photos de leur chien sur les réseaux sociaux, on s'entend que trouver l'information, c'est assez facile. Donc, ça, c'est un peu ce que je dis souvent, d'aller reparcourir vos profils, autant Instagram, Facebook, et voir tout ce que vous avez mis, et vous poser la question, est-ce que c'est pertinent qu'il soit bien sur la plateforme, ou au final, mes amis proches, ils connaissent déjà l'information. Au final, c'est pas vraiment d'avantage à la mettre sur les réseaux sociaux, mais ça peut justement aider à venir, un peu justement venir contrôler qu'est-ce qu'on a rendu accessible sur Internet. Et justement, comme on sait que les réseaux sociaux, je pense, c'est utilisé pour, oui, partager notre vie et tout, ben, c'est là que c'est bien de venir un peu, ça t'est juste parcourir un peu, puis voir qu'est-ce qu'on a mis. Est-ce que c'est pertinent que ça reste sur les réseaux sociaux ou on est mieux de l'enlever? Et bien, souvent, la réponse, c'est que c'est mieux de l'enlever ou de le laisser, mais de modifier l'audience pour justement mettre l'option ami ou avoir un compte privé, par exemple, sur Instagram, pour limiter, encore une fois, qui a accès à ce qu'on met sur nos réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu les bonnes pratiques, je te dirais, en termes de sécurité, mais aussi justement en termes voilà, de protection euh, de notre vie privée, si on veut, dans le monde numérique, là. Bah, écoute, c'est très clair, très brillant. Merci Julien. On voit clairement que tu maîtrises très bien le sujet. J'ai vu aussi dans la démonstration que tu utilisais un logiciel de corps fort de mot de Oui, passe. Je crois que oui, c'est absolument. Dashlan, il se plaît, j'ai vu. Ça, c'est, oui, ben, tu vois, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise One Oui. Password. Oh, ouais, c'est One Password, ok. Donc oui, mais oui, ça serait qu'en effet, tu veux bien le dire, en Mm, effet, pour gérer les mots de passe et tout ça, un gestionnaire de mots de passe, honnêtement, c'est un investissement très très oui. rentable, du moins à titre personnel. Certaines personnes ont peut-être moins le besoin, là, mais dès qu'on tombe dans le corporatif ou dans les organismes, Oui. honnêtement, en 2024, vous devez avoir un gestionnaire de mots de passe pour gérer les mots de passe de vos ressources et puis des différents accès. Ça, en effet, c'est vraiment la meilleure manière de se protéger, là. Ça, absolument, en effet, tu fais bien de le souligner. C'est vrai que, autant pour les réseaux sociaux que pour d'autres comptes en ligne, Oui. c'est en effet la meilleure méthode de venir rassembler au même endroit de manière sécurisée, justement, nos différents mots de passe et les différents codes de connexion pour les différents services qui, on le sait, en effet, deviennent de plus en plus présents. Donc, souvent, les comptes s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Donc, souvent, les gens vont mettre le même mot de passe partout. Alors, comme on l'a vu, si tu fais ça, ben, tous les comptes deviennent à risque. Donc, en fait, tu prends un gestionnaire pour te dire j'ai un seul mot de passe à me souvenir et tous les autres, c'est le coffre-fort virtuel qui les conserve et qui les retient. Ben, donc, ça facilite la vie, mais ça permet aussi de renforcer grandement la sécurité de nos comptes en ligne, autant pour les réseaux sociaux que pour les autres, les services, là. C'est vrai que moi, en fait, toi, c'est une phrase qu'un bon ami en cybersécurité dit souvent, et ça va comme suit, c'est la cybersécurité, ce n'est pas important jusqu'à temps que ça le devienne. Ça, c'est une mentalité que beaucoup de gens ont, autant à titre personnel qu'au niveau des entreprises, et en fait, c'est de se dire justement, ben, comme on dit, c'est pas important jusqu'à temps qu'on se fasse pirater. Mais en fait, c'est de vous dire, il faut arrêter de penser comme ça, c'est ultra, et en fait, il faut être proactif. Il faut se dire qu'en cybersécurité, prendre action avant que quelque chose de mal arrive, c'est primordial. Donc, il faut justement se dire que voilà, en termes de protection, il faut agir pendant qu'on peut agir. Parce que si vous attendez en pensant que ça arrive qu'aux autres et que non, vous, ça ne va pas arriver, ben, il y a un matin, ça va tomber sur vous. Et donc, c'est pour ça que c'est là que souvent, si on veut vous prémunir d'avoir des impacts assez dommageables, ben, il faut juste se dire, je peux encore venir me sécuriser, ben, je vais justement prendre action pendant que je peux le faire pour venir me protéger. Autant les réseaux sociaux, qui dans mon cas, c'est ce que je protège, mais aussi pour tous vos autres comptes en ligne. Voilà, il faut se dire, si vous avez la chance de venir vous sécuriser, ben, faites-le avant qu'il soit trop tard. Et puis, ben, évidemment, voilà, il faut juste retenir que souvent, c'est beaucoup moins complexe que ça peut nous paraître. Il faut juste prendre le temps, si on veut, de mettre en place ces bonnes pratiques. Mais une fois que c'est fait, ben, c'est fait. Puis si vous les conservez en place, ben, vous venez de vous protéger grandement
au niveau des réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment ça, je pense, le mot de la fin, ça, c'est de dire oui, il y a des dangers, mais il y a aussi beaucoup de manières de se protéger. Donc, il faut juste les mettre en application. Et si vous prenez le temps de le faire, ben, vous venez de vous sauver de bien des problèmes s'il y avait un piratage.